Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer ce nouveau webinaire. Il s'agit pour nous aujourd'hui de vous présenter la démarche tiers-lieux et les aides mobilisables pour vous accompagner dans le développement de ces espaces au sein de vos territoires. Je suis Emmanuelle Lebris, directrice adjointe du programme Petite Ville de demain. Comme à l'habitude, quelques petites consignes. Vous pouvez évoquer vos éventuels problèmes techniques dans le chat, poser vos questions par écrit à nos intervenants et que je relayerai dans les moments prévus pour cela, dans l'onglet questions-réponses que vous trouverez en bas au milieu de votre écran. Donc, pour évoquer le sujet d'aujourd'hui, beaucoup de petites villes se sont aujourd'hui engagées dans des démarches diverses et notamment de création de tiers-lieux sur leur territoire pour répondre aux besoins de la population, mais aussi grâce et par l'implication de la société civile. Cela peut se traduire de diverses façons, hein, l'aménagement d'espaces de coworking, de microfolie, de campus connectés, d'ateliers, de Fab Lab, etc. Sachez qu'au 1er janvier 2023, 78 tiers-lieux labellisés fabriques de territoire ou manufactures de proximité étaient localisés dans les petites villes de demain. Ces tiers-lieux, pour revenir au sujet, est une occasion pour les citoyens, les collectivités territoriales, les associations, mais aussi les organismes privés et locaux, une occasion de faire projet et de développer un projet de territoire commun à tous les acteurs. On a aujourd'hui le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants. Tout d'abord, comme à l'habitude, nous donnerons la parole à un élu local et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jocelyne Guérin, maire de Luzy, que l'on accueille donc avec plaisir une nouvelle fois dans notre animation Petite Ville de demain. Et vous êtes également accompagnée, Madame le maire, de Stéphanie Olokou, donc vous êtes chargée de la culture, de la communication. Vous allez toutes les deux nous présenter le tiers-lieu du Moulin, donc à Luzy. Nous entendrons également Marthe Pommier, directrice du programme Nouveaux lieux, nouveaux liens au sein de l'ANCT, qui reviendra sur les modalités d'accompagnement de l'agence. Et puis, nous accueillons aussi également Arnaud Bonnet et Colline Fouquet, tous les deux travaillant pour France Tiers-Lieux. Sans plus attendre, je vous propose, Madame le maire, Madame Olokou, de prendre la parole pour évoquer votre joli projet sur la commune de Luzy. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravie de passer ce petit moment avec vous, puis ravie de retrouver plein d'hommes et de femmes qui étaient présents à Luzy le 27 avril dans le cadre de la journée d'animation des petites villes de demain. Sabrina Moni, la chargée de mission, chef de projet Petite Ville de demain, s'est excusée auprès de vous. Elle ne pouvait vraiment pas se connecter, mais je pense qu'elle pense bien à nous. En tout cas, ravie d'être avec vous. Juste peut-être par rapport à notre moulin, puisqu'il s'appelle Notre Moulin, il y a plein de choses derrière ça. Je rappelle juste le contexte des grands projets de Luzy, c'était de repenser tout ce centre-bourg et notamment de retravailler sur ce foncier bâti ancien, très abîmé, qui vieillissait mal. C'était de réinvestir ces bâtiments, de leur redonner un avenir, et c'était surtout de rassembler dans des bâtiments du centre-ville des activités qui ont du sens entre elles pour les faire vivre ensemble, d'avoir un accueil commun et que ce soit plus lisible pour les usagers, etc. Donc, on a fait le pôle social, on a fait le pôle éducatif, on a fait plusieurs pôles comme ça. Et le moulin était un ancien moulin, bâtiment abandonné en plein cœur de Luzy. Et on a évidemment, comme vous l'avez évoqué, travaillé tous nos projets avec la population, qui nous a permis d'écrire une belle histoire pour l'avenir. Tout ça vraiment écrit dans le plan guide d'aménagement. Et on avait dans ce projet l'envie, ça c'était une expression de la population, de créer un lieu très ouvert. Alors on ne savait pas qu'on l'appellerait tiers-lieu, en 2015 on ne parlait encore pas de ces lieux-là. En tout cas, nous c'était l'envie d'un bâtiment où sur un thème, comme on a fait le pôle éducation, le pôle social, autour du numérique. Et c'était le même principe, rassembler dans un espace, plein cœur de ville, un lieu pour réunir
tous les acteurs, structures, professionnels, particuliers, populations, dans un espace qui soit le leur et dans lequel ils trouvent une réponse autour de tout ce qu'est le numérique. Et c'est pour ça que cet espace s'appelle Notre Moulin, tiers-lieu numérique et social. Donc la lourde tâche, au départ, ça a été de transformer ce bien abandonné en bien propriété de la ville. Donc vous voyez l'ancien bâtiment et aujourd'hui, il est presque fini à droite. Notre moulin prêt à ouvrir pour ce tiers-lieu numérique et social. Donc, je ne vais pas insister sur le principe, bien abandonné, c'est une procédure très lourde qu'on a commencé en 2015 et on est devenu réellement propriétaire le 20 septembre 2020, ce qui nous a permis de lancer ce grand chantier dès 2021 pour voir l'aboutissement aujourd'hui. Donc voilà, des procédures un peu lourdes, mais qui ont la chance d'exister et qui nous ont permis de récupérer ce bien abandonné par ses propriétaires qui avaient quitté le territoire et qu'on n'a jamais retrouvé et qui, du fait que la ville, du coup, bénéficie de ce bel espace et surtout, on en a fait un super projet avec la population, avec les acteurs, avec vraiment des gens qui ont plein d'idées pour investir ce lieu. Donc, il y a tout un travail qui a été mené depuis plusieurs années pour créer un peu ce lieu et qui corresponde aux besoins, évidemment, et à l'envie de tous ces acteurs. Donc, c'est tout naturellement qu'on va y retrouver plein d'activités. On sait d'avance que c'est un bâtiment qui est attendu, qui fait l'unanimité pour l'avoir fait visiter aussi à des moments portes ouvertes pour que les gens vérifient, mesurent tout ce qu'on va faire dans cet espace-là et que ça colle avec ce qu'on s'était dit il y a encore 2-3 ans avant de le finaliser. Et on sent au travers des paroles des Lusicois, des futures structures qui vont s'installer dedans, que tout le monde s'y voit déjà et que ça va être un bâtiment vraiment pour lequel il y aura des bons usages. Donc, je vais laisser Stéphanie rappeler un peu toutes les structures qu'on va accueillir, ce qu'on va y faire et comment tout ça a du sens dans un super bâtiment qui était autrefois un moulin. Et dans un moulin, c'était justement des lieux de vie, des lieux où on transformait, des lieux où on créait, des lieux où des vrais lieux d'avenir. Et c'est pour ça qu'on a gardé ce nom-là. C'est en plein cœur de l'USI, c'est en face l'office de tourisme, la radio associative, le café associatif. Derrière, il y a un superbe petit jardin dans lequel il va pouvoir se passer plein de choses. C'est au bord de la rivière, on a installé une terrasse. Enfin, intérieur, extérieur, je crois que ce bâtiment inspire tout le monde. En effet, c'est vrai que ce projet, il s'inscrit vraiment dans la continuité de toute la démarche qui est menée par la ville. Et je pense que dans la construction d'un tiers-lieu, dans l'élaboration d'un tiers-lieu, la question de l'appropriation, elle est vraiment très importante. Et l'appropriation par les habitants alors de la ville, mais pas seulement de la ville, parce que l'idée, c'est qu'il y a un rayonnement un peu plus large sur le territoire. Parce que créer un lieu de ce type, ça veut dire prendre en compte les attentes, comme l'a dit Madame Guérin tout à l'heure, vraiment prendre en compte les attentes du territoire. Ce n'est pas plaquer quelque chose de nouveau hors sol. C'est vraiment essentiel et la terminologie est importante. Notre moulin, ce n'est pas là par hasard. Et ça va avec toute la façon de penser le bâti à l'usine. Quand on ne détruit pas, mais qu'on reprend, par exemple, pour le centre social, la maison Rocher, que tout le monde l'appelle la maison Rocher, c'est comme ça. Le centre social, il n'est pas dans un lieu que personne ne connaît, il est là. Et donc, en fait, ça permet aux gens d'avoir des repères. Et de la même manière, dans la construction de la programmation du lieu, le travail très étroit avec les partenaires locaux, il est essentiel. Alors, tout ça, c'est en train de se faire. On peut déjà peut-être commencer par le volet numérique, qui est évidemment au cœur du projet. Pour le volet numérique,
il faut savoir que le moulin va abriter un Fab Lab, le Fab Lab qui existe déjà, d'ailleurs, à l'USI, qui est dans les locaux de la bibliothèque, donc déjà au cœur de la vie des gens, donc ça, il ne fallait pas que ça change. Mais il aura vraiment son endroit dédié et adossé à cet espace Fab Lab, il y aura un espace numérique. Donc là, pour monter cet espace et voir un peu comment il va vivre, alors il y a des questions très concrètes qu'il faut se poser. C'est vraiment les horaires d'ouverture. Est-ce que les deux espaces peuvent être indépendants l'un de l'autre et donc est-ce qu'on peut créer une programmation par exemple sur l'espace numérique même quand le Fab Lab est fermé et inversement comment est-ce qu'on peut faire interagir ces deux lieux et donc ça on le travaille vraiment en lien avec l'équipe actuelle du Fab Lab, avec Nièvre Numérique, avec les acteurs qui sont déjà implantés sur le territoire et qui savent de quoi ils parlent parce que tout l'enjeu, c'est de surtout pas faire quelque chose qui ne corresponde pas à la fois aux attentes des habitants et qui ne corresponde pas non plus aux pratiques des professionnels qui portent ces projets. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc on les associe à différentes étapes de la réflexion. Parce que, alors, dans le volet numérique, il y a le Fab Lab et l'espace numérique, mais il y a aussi deux autres volets qui sont extrêmement importants. Il y a un espace alors, qui est au rez-de-chaussée du moulin, enfin, dans l'entrée principale que vous voyez là à gauche de l'image, de la belle image jaune. Quand on rentre dans le moulin, il y a déjà un espace d'accueil. Il y a toujours quelqu'un. C'est-à-dire que toujours quelqu'un pour vous accueillir, vous expliquer le principe du lieu, les différents espaces qui sont à votre disposition. Et quand on va un peu plus loin dans cette pièce, il y a un espace qu'on a appelé notre studio, qui est un espace alors, qui a vocation à être aussi intergénérationnel. On l'a pensé au départ pour les jeunes, pour les collégiens notamment, parce que c'est pareil, quand on pense à un projet comme ça, il faut avoir en tête les cibles. Il y a des publics avec lesquels parfois on a plus de mal à travailler ou en tout cas on a envie de leur proposer des choses. Et là, typiquement, les collégiens, par exemple, on les a associés à la réflexion. C'est-à-dire qu'on a fait une réunion avec le centre social, avec des collégiens. On leur a dit, voilà, dans cet espace, on va avoir un très grand écran, on va avoir des jeux vidéo, on va avoir adossé à ça une petite kitchenette avec un endroit de convivialité et compagnie. Sauf que c'est pareil, si on veut créer un espace qui soit adapté à leurs besoins, à leurs envies, et si on a envie de les voir passer la porte, il fallait les associer à la réflexion. Et là, c'était très chouette parce que les collégiens, ils se sont vraiment pris au jeu. On aura même deux petites ambassadrices du moulin qui, elles ont souhaité s'investir là-dessus. Et ils nous ont dit concrètement, par exemple, de quels jeux ils aimaient bien, quelles étaient leurs habitudes. Alors, l'idée, ce n'est pas de refaire comme à la maison, parce que justement, c'est de créer un lieu où, oui, il y aura du numérique, oui, il y aura des jeux, mais l'idée, c'est qu'on le fasse en collectif. Donc, c'est quand même la grande différence. Ils ne vont pas être dans leur chambre isolés avec leurs jeux vidéo, mais plutôt, on va s'inspirer de ce qu'eux nous ont dit. Et ensuite, avec l'équipe du Fab Lab, qui est calée en fait en numérique, calée en termes d'actualité du jeu et voilà, des avancées récentes, eh bien, on est en train de choisir avec eux le matériel qu'on va acheter ou alors qu'on va louer. Parce qu'on s'est dit, il y a des questions très concrètes qui se posent aussi. Dans un lieu comme ça, est-ce qu'on achète des jeux qui, peut-être dans quelques années, vont être obsolètes ou du matériel qui va être compliqué parce qu'il va falloir gérer la maintenance et compagnie, ou est-ce que peut-être on met en place un contrat de location avec des sociétés spécialisées. Voilà, j'évoque ça peut paraître un détail, mais en fait, c'est vraiment des choses extrêmement concrètes qui se posent, des questions concrètes qui se posent lorsqu'on réfléchit à l'aménagement de ces espaces-là. Et aussi parce que ça a des coûts, donc il faut voir comment répartir les budgets. Et surtout, pour équiper ces espaces-là, eh bien, il faut s'appuyer sur les compétences des personnes qui s'y connaissent, quoi. Et l'idée aussi, c'est qu'on voulait poser des choses aux jeunes, mais aussi à tous les publics. Donc, ça veut dire que les personnes plus âgées qui ont envie peut-être de faire une visite de musée avec un casque, elles pourront aussi. Et les jeunes aussi, d'ailleurs. On va d'ailleurs les inviter à faire ça. L'idée, ça va être de leur faire découvrir d'autres choses. Voilà.
On travaille aussi pour construire ce lieu avec, alors j'en parlais tout à l'heure, le centre social. À l'USI, le centre social, il est très dynamique. Il y a plein d'équipes différentes. Il y a des référentes famille, des référentes jeunesse, des référents qui vont s'occuper de France Service, etc. Donc, tout récemment, justement, j'ai travaillé avec la référente famille qui cherchait justement un lieu où elle puisse rencontrer les familles, les mamans, les parents avec les petits. Et elle était très intéressée justement par ce lieu qui propose vraiment un lieu de rencontre, de convivialité. Et il y a différents espaces qui peuvent s'adapter à différents ateliers. Il y a cet espace, notre studio, il y a l'espace numérique. À l'étage, on a un espace de télétravail dont je vais reparler. Juste au-dessus de l'espace de télétravail, il y a un endroit qu'on a appelé notre cocon, parce que c'est un endroit au départ pensé pour que les gens en télétravail puissent se poser, voilà, faire une pause, etc. Mais on va aussi pouvoir l'exploiter dans des moments où on a des petits ateliers, des rencontres, des choses comme ça à organiser et qui soient juste accueillants, conviviales. Et ça a été d'ailleurs une demande des collégiens d'avoir cet espace après l'école où, parallèlement à ce qu'ils peuvent faire à la bibliothèque et avant de prendre le bus, eh ben, ils avaient envie en fait d'un petit espace où ils puissent se poser voilà, tranquillement entre eux avec la surveillance en plus de gens à la fois du centre social et des personnes qui seront à l'accueil du lieu. Donc ça, c'est important. Et avec eux, du coup, on s'est posé la question de mettre en place une ludothèque. Parce que oui, des jeux tout simples qui sont en fait finalement même ceux qu'on utilisait nous avant, et ben, en fait, voilà, c'est encore adapté à leurs attentes. Donc ça, c'est très important. Je parlais tout à l'heure de l'espace de télétravail. Donc ça, on est en train de l'organiser. Cet espace de télétravail, il répond vraiment à une demande. On a beaucoup de gens qui s'installent ici, qui viennent de grandes villes. Bon, c'est sûr qu'évidemment, hein, le télétravail s'est beaucoup développé ces derniers temps. C'est un peu... je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, du coup, on a développé une salle avec différents espaces de télétravail. Donc, plusieurs personnes pourront louer ces espaces. Donc là, on est en train de caler l'organisation. On va voir par quelle plateforme on passe parce qu'il y a des plateformes qui existent, Néonomade, des choses comme ça, pour réserver en fait les espaces de télétravail. On s'est posé aussi la question de savoir comment on allait, est-ce qu'on pourrait pas finalement passer par le site de la mairie. Donc ça, c'est encore en train d'être concrètement, c'est en cours de calage, on va dire. Parce qu'il faut qu'on voit aussi ce qui est le plus simple, alors à la fois pour les gens qui vont s'en servir, pour les usagers, et aussi pour les équipes qui administrent le site. C'est aussi important parce que c'est un lieu qui est multi-activité, multifonction, et il faut qu'il soit simple d'utilisation. Il faut que d'extérieur, ce ne soit pas une usine à gaz dans laquelle on n'a pas envie de rentrer parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment important. La lisibilité du lieu, elle est, je crois, essentielle. C'est aussi pour ça qu'on parle de tiers-lieux, mais on va avant tout parler de notre moulin, parce que finalement, c'est surtout ça l'important. On aura aussi au sous-sol, au sous-sol, mais en rez-de-jardin de l'autre côté, c'est ça, un espace restauration. Donc là, on est en train de... il y a eu des candidatures, le choix du restaurateur est en cours. Et donc, on aura cet espace restauration. Alors, il y a aussi beaucoup de réflexions. Là, je participe demain d'ailleurs, c'est un peu une digression, mais pas tant que ça, à une rencontre des tiers-lieux en pays Nivernais-Morvan, parce que le tiers-lieu de notre moulin a eu le label Fabrique de territoire. Donc, on travaille beaucoup en lien avec les autres fabriques de territoire, dont celle de l'Orme. Et donc, on se réunit régulièrement, on invite d'autres tiers-lieux ou d'autres personnes qui ont la volonté
de monter un tiers-lieu pour faire des partages d'expériences, voilà. Et puis pour voir comment avancer. Et demain, le thème, ça va être justement comment travailler en lien avec l'alimentation locale, les producteurs locaux, et quelle place pour cette question-là dans les tiers-lieux. Voilà. Et l'autre espace, parce que je sais qu'il va falloir que je rende la parole à quelqu'un. Pardon. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce bout-là. L'autre espace qui est très important aussi, c'est le musée. C'est un petit espace musée, le musée du Moulin. Voilà. Et qui, avec un espace de projection et compagnie, avec du vieux matériel. Enfin, ouais, il y a encore le mécanisme du moulin qui est présent. Et tout ça donne sur une terrasse qui va être un lieu aussi de spectacle, de rencontre, qui lui-même donne sur la rivière. Voilà. Donc, on est au cœur de la ville, de la nature. Et tout ça sera prêt en septembre. Voilà. Très bientôt. Donc, merci beaucoup, mesdames. Il y aura une session à la fin de notre webinaire de questions-réponses. On aura certainement l'occasion de vous redonner la parole. Merci en tout cas. Je me permets de passer la main maintenant à Marthe Pommier. Marthe, vous êtes directrice du programme Nouveau Lieu, le nouveau lien à l'ANCT. Je vous laisse la main pour évoquer l'appui de l'ANCT dans ce cadre. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée à ce webinaire et ravie d'entendre le développement et le cheminement de ce beau projet de fabrique de territoire. Donc, très rapidement, pour vous présenter effectivement les soutiens que le programme a organisés depuis sa création il y a quelques années. Donc, on a labellisé 400 lieux, 300 fabriques de territoire, comme celle de l'USI, qui ont effectivement reçu un soutien en fonctionnement de 150 000 €. Vous pouvez passer même le titre. Voilà, avec une répartition qu'on a essayé de faire la plus équitable possible entre territoires. Donc, on a au moins une fabrique par département et on a la moitié des fabriques qui sont en quartier prioritaire politique de la ville et l'autre moitié qui est en dehors des grands centres urbains. Donc, on a labellisé des tiers-lieux qui pouvaient être dans les centres-villes des moyennes villes, dans les petites villes, dans la grande ruralité. C'est assez variable. Et donc, en fait, on a quand même couvert tout le territoire français, métropole et outre-mer, et un nombre relativement grand de typologies de territoires. Qui sont ces tiers-lieux labellisés et quels sont les tiers-lieux que potentiellement vous avez autour de vous? Donc, j'ai volontairement esquivé la question de qu'est-ce qu'un tiers-lieu, mais vous aurez le droit de la poser dans le chat à la fin. Mais c'est les slides qui vont suivre répondent en partie à la question. Donc, on a une très, très grande variété d'activités dans les projets que nous avons labellisés, puisque nous avons fait le choix de labelliser des projets sur des critères méthodologiques et non pas des critères thématiques, ce qui est assez rare dans les appels à projets publics en général. Et on l'a très bien vu avec l'USI qui a développé des activités très différentes en lien avec les besoins du territoire. Nous, on a vraiment fait le choix de labelliser des projets sur des critères méthodologiques et non pas sur des critères de fond, puisque chaque territoire peut du coup avoir des besoins et une programmation du lieu assez différentes. Et donc, vous avez sur l'image un certain nombre d'exemples d'activités. Et nous avons fait le choix de soutenir des projets donc, qui avaient une gouvernance ouverte, qui avaient une relation à leur collectivité, qui avaient une mixité d'activités qui nous garantissait une mixité des publics et qui avaient ou qui allaient avoir un soutien RH. Et donc, on a vivement encouragé les lieux, notamment à recruter un animateur, une animatrice, comme Musi l'a fait, pour pouvoir vraiment gérer le lieu au quotidien dans tous ses aspects, ce qui est pour nous un critère assez central dans la réussite des projets de tiers-lieux. Voilà. Les autres lieux on a labellisé l'année dernière, donc ça, ce sont les manufactures de proximité. Contrairement aux fabriques de territoire, là, ce sont des tiers-lieux qu'on a thématisés et qui sont centrés autour des activités de production, artisanat, petite industrie ou agricole ou agriculture. On a voulu encourager et soutenir la mutualisation pour les artisans, pour les agriculteurs et petites industries de machines et d'espace. En se disant, voilà, au-delà du tiers-lieu généraliste qui peut répondre à tout besoin en soi, n'importe quel besoin qui s'exprime sur un territoire, on avait remarqué, cet appel à projet, il est né d'un constat sur les territoires et pas d'une décision publique d'encourager tel ou tel type d'activité. C'était vraiment des lieux qui existaient déjà et qui faisaient à la fois du partage d'espace, du partage de matériel, de la formation et du transfert de compétences et de la sensibilisation. Et donc, ils s'inscrivaient dans des filières dans les territoires, soit avec des savoir-faire nouveaux, notamment numériques,
soit avec des savoir-faire perdus ou en voie de disparition. Par exemple, l'horticulture dans la ville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, qui est un bel exemple, une manufacture autour des fleurs à parfum, une industrie qui avait complètement disparu de la vallée et qui, du coup, a été remise à l'honneur avec cette manufacture. Et donc, l'idée, c'était de développer ces lieux pour qu'ils puissent donc conserver ou diffuser le savoir, se former et avoir des lieux qui soient capables de lancer des activités artisanales dans des territoires plutôt en déprise. Et donc là, on était sur des soutiens plus importants à hauteur de 250 000 € en moyenne, avec une part d'investissement pour permettre aux lieux de faire des travaux et d'acheter, de s'équiper pour avoir en gros un financement d'amorçage, comme dans n'importe quelle activité économique classique. Je vais passer à la slide d'après. Un autre exemple de ce qu'on fait en plus de la labellisation des lieux, donc on a travaillé avec le ministère du Travail, qui lui a souhaité s'appuyer sur les tiers-lieux pour déployer et renforcer sa politique de formation. Donc là, on a travaillé avec les conseils régionaux sur un appel à projet qui s'appelle Definov, dont vous avez peut-être entendu parler, qui finance des projets d'organismes de formation et de tiers-lieux. Donc il doit y avoir au moins un tiers-lieu et un organisme de formation pour solliciter un financement à la fois pour aménager les tiers-lieux, donc pour permettre une meilleure accessibilité de la formation, et pour travailler sur des méthodes d'innovation pédagogique, puisqu'on sait que les tiers-lieux, pour certains, travaillent beaucoup sur les méthodes d'apprentissage par le faire, sur voilà, des mises en situation et qu'ils ont développé, très souvent sans lien avec les pouvoirs publics, de nouvelles manières de former, de transmettre le savoir. Et donc, on a voulu que les organismes de formation et les tiers-lieux se rapprochent sur ce sujet-là. Et donc, c'est un exemple qu'on aimerait, nous, vouloir développer, qui est du coup prendre une politique publique classique, comme celle du soutien à la formation, et faire le lien avec les tiers-lieux, et qui pourrait s'appliquer en fait à toutes sortes de sujets. Vous en avez peut-être d'ailleurs dans vos territoires, par exemple la santé, par exemple l'inclusion numérique, qui est un exemple plus connu et sur lequel on est plus avancé. Par exemple l'agriculture, l'alimentation durable, enfin voilà, tout un tas de sujets que les tiers-lieux ne traitent pas évidemment en tant que tels et à 100%, mais sur lesquels les pouvoirs publics pourraient s'appuyer pour consolider, renforcer, mieux déployer leur politique publique. Voilà. Et un dernier mot donc sur comment on a réussi à faire tout ça et au sein de quel écosystème évolue le programme. Donc, nous avions jusqu'à l'année dernière une association, France Tiers-Lieux, qui représentait à la fois l'écosystème des tiers-lieux, et qui donc écrivait des rapports, produisait des diagnostics et discutait avec nous, faisait valoir, porter la parole des tiers-lieux qui étaient adhérents et qui nous aidait aussi beaucoup dans le déploiement de la politique publique. Qui donc animait des communautés, accompagnait des projets, nous a aidé par exemple à gérer l'appel à projet manufacture de proximité. Et donc, on a souhaité séparer ces activités pour clarifier les différentes missions. Et donc, aujourd'hui, il y a une association nationale des tiers-lieux qui a uniquement pour mission de représenter l'écosystème des tiers-lieux et qui est un vrai centre d'échange pour les projets de tiers-lieux autour de ces questions-là. Et on a créé donc un groupement d'intérêt public, France Tiers-lieux, dont Arnaud et Colline sont les représentants aujourd'hui, auxquels je vais céder la parole tout de suite, qui a beaucoup plus vocation à rassembler de l'interministériel et donc à faire que plusieurs ministères, plusieurs acteurs publics adhèrent à cette organisation pour essayer de coordonner la politique publique en faveur des tiers-lieux et organiser tout un tas de ressources et de soutien aux projets de tiers-lieux en mutualisant le plus possible les moyens mis en œuvre par les différents pouvoirs publics. Et le dernier pour la fin, mais le plus important, ce sont les réseaux régionaux. Ah non, je veux bien qu'on reste encore sur la slide d'avant. Parce qu'après, il y a aussi un autre truc important pour les PVD, qui est peut-être ce qui vous concernera le plus directement. Donc, les réseaux régionaux de tiers-lieux sont donc des instances au niveau régional que nous finançons à la NCT et que le GIP organise et anime, et qui donc rassemblent les tiers-lieux et qui sont de très bons interlocuteurs quand vous commencez un projet de tiers-lieu ou que vous voulez orienter un tiers-lieu qu'il y a sur votre territoire, puisqu'ils sont vraiment un interlocuteur de premier niveau pour vous orienter, vous aiguiller sur les financements qui existent au niveau local, pour répondre à vos questions et pour participer à toutes sortes de travaux aussi au niveau régional pour mieux connaître l'écosystème des tiers-lieux qui se trouve autour de vous. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait et que le sujet vous intéresse, je vous invite vivement à les contacter. Vous avez tous les contacts sur le site de la NCT, donc tiers-lieux.nct.gouv.fr, où vous pouvez trouver l'adresse mail du réseau régional de votre région. Et enfin,
Donc, nous allons mettre en place à partir du mois de septembre au sein de l'agence, dans le cadre du marché public d'ingénierie que vous connaissez peut-être déjà, un lot tiers-lieu qui a vocation à accompagner les collectivités territoriales qui ont un projet de tiers-lieu à 360 degrés, donc depuis l'idée du tiers-lieu, en vous accompagnant du coup sur le questionnement, pourquoi je veux un tiers-lieu, est-ce que c'est vraiment un tiers-lieu que je veux, à quoi ça répond comme besoin sur mon territoire, etc. Jusqu'à la mise en place de tiers-lieux, donc quelle programmation, comment co-construire avec les habitants, comment organiser sa communauté, comment construire son plan de financement et son modèle économique, et comment sécuriser le tiers-lieu dans la durée, notamment dans sa relation avec la collectivité. Et donc tout ça est donc sous la forme d'un marché public avec des prestations que vous pouvez solliciter via votre préfecture de département. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus pour plus d'informations. On est vraiment à votre disposition pour accompagner les collectivités dans ces projets. Et voilà, donc la dernière slide, c'est pour les curieux et curieuses qui ont envie d'en savoir plus sur de beaux exemples de tiers-lieux dans les territoires. Il y a 3 séries, donc là vous en avez que 2, mais en fait on a 3 saisons d'Hyperlien qui font des petits reportages de 20 minutes sur les tiers-lieux qu'on a labellisés. Et nous organisons également, n'hésitez pas aussi à me le signaler si vous êtes intéressé, la semaine prochaine, une rencontre européenne des tiers-lieux à Montpellier. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'essaie d'être rapide pour laisser plus de place possible aux échanges. C'était parfait, Marthe. Merci beaucoup pour la clarté des propos. Je vous propose d'entendre maintenant les 2 intervenants au titre de France Tiers-Lieu. Donc, on a le plaisir d'accueillir Arnaud Bonnet, donc chargé de développement territorial ingénierie, et Colline Fouquet, chargée de l'animation des communautés. Mesdames, c'est à vous. Bonjour à Bonjour. toutes et tous. Colline est dans la salle, mais je vais prendre la parole pour essayer de faire aussi concis et précis que Marc juste avant. Et on se tiendra à dispo avec Colline pour répondre aux questions dans l'échange. Donc, je vais essayer d'avancer. On va pouvoir avancer un peu. Je vais même pouvoir passer les premières slides puisque Marthe a déjà dit un mot finalement sur cette distinction Association nationale des tiers-lieux et groupements d'intérêt public pour m'arrêter ici et donc simplement rappeler qu'effectivement le France Tiers-Lieux anime des communautés, ça a été dit par Marthe depuis déjà 3 ans à l'époque où il n'y avait qu'une association et donc les choses se structurent un peu et se retrouvent notamment dans la gouvernance de l'Association nationale des tiers-lieux avec à la fois des têtes de réseau sectoriel, national, réseau français des Fab Labs, réseau des recycleries, etc., qui fédèrent des tiers-lieux dans une approche sectorielle, et les réseaux régionaux de tiers-lieux qui sont effectivement qui sont structurés désormais dans chacune des régions et qui sont effectivement les interlocuteurs de premier plan pour les porteurs de projets et les collectivités au niveau régional. Et donc, effectivement, Colline, qui anime cette communauté, entre autres, au sein du GIP, pourra vous donner les contacts pour celles et ceux qui seront intéressés. Pour avancer sur la notion de tiers-lieu, parce qu'effectivement, on n'y est pas revenu, vous dire simplement que, et ça rejoint peut-être aussi la critérisation qui a été retenue par l'ANCT pour les fabriques de territoire ou après, d'ailleurs, pour Definov sur la formation. En gros, le tiers-lieu n'est pas un équipement. C'est pas forcément évident d'approche, notamment pour des structures publiques ou des mairies ou intercommunalités. Mais c'est d'abord un processus social, une configuration sociale. Donc voilà, un lieu ne se décrète pas, il se révèle. C'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur qui fait tiers-lieu et pas les services ou activités qui le composent, même si c'est un élément parmi d'autres. Donc en gros, on raisonne plutôt par un faisceau de critères qui font tiers-lieu, même si cette définition est en débat permanent au sein de l'écosystème tiers-lieu qui est en structuration, faisceau de critères qui réunit en gros, pour aller vite, une dimension d'entrepreneuriat collectif de territoire, c'est-à-dire que pour faire tiers-lieu, on va s'appuyer sur un collectif, ça a été dit tout à l'heure par les représentants du tiers-lieu de l'USI, c'est d'abord une communauté qui fonde un lieu, une communauté qui est essentiellement citoyenne et donc d'origine citoyenne et donc qui va pouvoir réunir des citoyens, des entrepreneurs, des collectivités, des entreprises. Et bref, c'est un peu ce collectif fondateur qui fait tiers-lieu au départ. On va avoir dans les tiers-lieux aussi une démarche d'expérimentation, tout simplement parce que les tiers-lieux se sont développés assez largement dans des espaces, dans des interstices urbaines ou rurales, dans des lieux en friche, dans des espaces inoccupés. Ça peut être des anciennes écoles, des anciens sites militaires, des derniers commerces,
des espaces bref, inoccupés qui ont favorisé le développement de projets hors cadre ou qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, en tout cas un espace de créativité et d'expérimentation qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Dans ces lieux, ce qui va faire très tiers-lieu aussi, c'est cette notion d'hybridation de ressources. On pourra y revenir tout à l'heure, parce qu'effectivement, pour se développer, les tiers-lieux s'appuient sur à la fois des subventions publiques et privées, mais aussi sur de la prestation ou des services. Et c'est un peu le mix de tout ça qui font le modèle économique des tiers-lieux, mais aussi sur une diversité d'activités que Marthe a cité tout à l'heure, diversité d'activités qui effectivement vont permettre, en tout cas c'est l'ambition et en même temps le défi quotidien des tiers-lieux, une mixité, une ouverture inconditionnelle des publics qui favorise la rencontre, les rencontres informelles, la convivialité, par également des techniques d'animation, de facilitation, on dit dans les tiers-lieux, qui favorisent ces rencontres et ces échanges informels. Voilà. Et puis enfin, ce sont aussi des espaces là aussi d'expérimentation démocratique, ou en tout cas de contribution, de libre contribution qui favorise la coopération entre différentes parties prenantes. C'est peut-être là aussi où on retrouve la notion de tiers, et cette notion de tiers entre plusieurs mondes au sein d'un territoire permet de faire dialoguer différentes parties prenantes sur cet espace, des habitants, des collectifs, des collectivités, des acteurs sur une thématique ou un écosystème donné. Voilà pour cette notion, on pourra y revenir un peu plus tard. Un mot rapide sur le mouvement tiers-lieu. Ça aussi, ça fait partie des missions de France Tiers-Lieu que d'analyser ce mouvement. Il y a un rapport que vous pourrez trouver sur le site de France Tiers-Lieu qui est disponible depuis 2021. Vous dire simplement que depuis 2018, le mouvement est en croissance. On vient de faire un nouveau recensement qui, a priori, nous a fait passer le cap des 3500 tiers-lieux au niveau national, identifiés et revendiqués. Chiffre d'ailleurs probablement sous-évalué parce que dans le faisceau de critères que je vous ai cités, beaucoup de tiers-lieux s'en revendiquent, mais encore bien d'autres ne s'en revendiquent pas, alors qu'ils font très probablement tiers-lieux, très massivement tiers-lieux au regard de ces critères-là. Deuxième élément, c'est sur les activités, pour revenir sur peut-être une ambiguïté peut-être qui peut exister. C'est peut-être l'ambiguïté entre coworking et tiers-lieu. C'est vrai qu'on a souvent confondu les deux, et c'est vrai que les tiers-lieux recèlent très souvent des activités autour du coworking, des espaces de travail partagés. Mais pour autant, dans bien des cas, si dans 75% des cas, on retrouve une activité de service de travail d'espace de travail partagé dans les tiers-lieux, dans autant de cas, on retrouve d'autres activités dans ces lieux. Ça peut être autour des Fab Labs comme à l'USI, ça peut être des activités culturelles, ça peut être des espaces d'innovation sociale, des lieux autour de l'alimentaire et du nourricier. Donc, en gros, on est bien sur des lieux hybrides où l'espace de travail partagé peut être une dimension parmi d'autres. Et un autre élément aussi important, c'est sur la répartition territoriale, où si le mouvement était peut-être connu comme urbain au départ, parce que les lieux qui ont peut-être cristallisé ou incarné le mouvement au départ, les Grands Voisins à Paris, la Belle de Mai à Marseille, étaient des lieux urbains. Aujourd'hui, la dynamique est très largement, et peut-être aussi avec le soutien de politiques publiques comme celle de la NCT, entre autres, est très largement se situe très largement dans les petites et moyennes villes, donc notamment dans les petites villes de demain, ça a été cité tout à l'heure. Voilà là-dessus. Pour dire et donc pour le GIP, pour finir un peu sur le GIP et particulièrement le pôle qu'on anime avec Colline qui va vous concerner un peu plus. 5 missions clés au sein du GIP. L'animation de politique publique, ça a été dit par Marthe, c'est l'idée de dire que la NCT a été un ministère pionnier pour les tiers-lieux, mais que ça a du sens que d'autres ministères s'intéressent aux tiers-lieux, voire s'impliquent au sein de ce groupement d'intérêt public, et que cet espace-là soit un espace de mutualisation et garant de la cohérence de l'action de l'État sur ces sujets. Deuxième sujet, c'est l'ingénierie aux porteurs de projets, mais je vais y revenir tout à l'heure pour vous présenter ce qu'on prépare dans ce domaine-là. Troisième élément, la structuration de la filière, parce qu'effectivement, on est sur une filière nouvelle avec un métier nouveau qui se crée, qui est celui de facilitateur, d'animateur de lieux. Et donc, pour ça, il y a un enjeu à apporter une reconnaissance métier, à structurer des formations, des ressources pour ces métiers nouveaux en création et en développement dans les territoires. Appuyer le développement d'outils communs. On pense par exemple, pour concrétiser un peu cette idée, à une hotline juridique pour là aussi être en appui des porteurs de projets et des tiers-lieux partout en France. Et puis enfin, un rôle d'observatoire. J'ai cité le rapport de 2021. Un autre sera en préparation pour la fin d'année ou début 2024.
et plus largement, un observatoire des tiers-lieux est en structuration pour valoriser, faire connaître, expliciter ces démarches d'expérimentation qui existent un peu partout pour les populariser et les diffuser dans les territoires. Alors, pour appuyer peut-être plus particulièrement sur ce qu'on prépare en direction des collectivités et des porteurs de projets, ce dont j'ai la charge notamment, vous dire qu'on prépare peut-être en complément du marché ingénierie aux collectivités dont Marthe a parlé tout à l'heure, on prépare également des ressources aux acteurs publics. On a un peu un centre de ressources national sur ce point-là, et donc on prépare essentiellement deux livrables pour la fin de l'année, à la fois un MOOC, un cours en ligne avec le CNFPT, dont la sortie est prévue plutôt pour novembre, en vue du Salon des maires globalement. Et puis on prépare également un guide aux collectivités, donc un texte qui est en partenariat avec pas mal d'assauts d'élus et de collectivités territoriales, qui est en cours d'écriture en ce moment, et dont on vise la sortie là aussi au deuxième semestre, sans doute au mois d'octobre prochain. Tout cela vise à outiller les acteurs publics qui s'engagent, parce que ça a été dit tout à l'heure par la facilitatrice de l'USI, les tiers-lieux, parce que sont dans une démarche d'expérimentation, ont besoin de développer des partages d'expériences entre pairs, de défricher ensemble finalement, et de partager le fruit de partager et documenter le fruit de cette défriche collective. Mais c'est aussi vrai pour les acteurs publics qui portent ou qui facilitent ces projets-là, qui eux aussi bien souvent sont un peu des ovnis, ou en tout cas inventent des nouvelles manières de faire, ou sont confrontés à de nouvelles manières de faire. Ça peut être sur la question de l'occupation, de la délégation foncière, ça peut être dans la question du rapport au collectif gestionnaire de lieux, ça peut être sur bien des sujets. Et donc pour ce faire, le GIP, en lien avec les réseaux régionaux de tiers-lieux et la NCT, structure et encourage le développement d'une communauté d'acteurs publics engagés sur ces questions, parce que de plus en plus de communes comme l'USI sont engagées et pionnières sur la question des lieux. Et donc, on a besoin de valoriser et de partager à partir de ces expériences-là pour diffuser auprès d'autres collectivités qui s'interrogent, et aussi pour que même les collectivités qui sont déjà dans le dur de ces questions puissent échanger, s'outiller entre elles, et raison pour laquelle des rencontres régionales ont lieu dans plusieurs régions. On pourra y revenir dans les questions, et notamment à l'initiative des réseaux régionaux. Et une rencontre nationale aura lieu, qui permettra aussi de dévoiler ces ressources-là a priori au mois de novembre à Marseille. Ensuite, et pour finir sur l'ingénierie, je vais le dire juste en 2 mots, parce qu'on vous enverra ces slides-là, et donc vous aurez le détail, mais vous dire qu'en gros, il y a beaucoup de choses dans l'accompagnement aux porteurs de projets, qu'ils soient privés ou collectivités territoriales. On a essayé de résumer l'offre tiers-lieux qui existe à date, avec notamment le marché de la NCT, vous voyez, en direction des collectivités, le marché de la NCT. Vous dire qu'il y a aussi une offre tiers-lieu, en tout cas pour 2 ans, de la Banque des Territoires que vous connaissez bien, donc qui vient compléter cette offre-là, notamment avec la possibilité de mobiliser des expertises via un marché à bon de commande pour les petites villes de demain et Action Cœur de Ville. Et côté GIP, du coup, on a la mission notamment d'outiller les porteurs de projets de tiers-lieux, et ce faisant, on a décidé de s'angler, de prioriser notamment les porteurs de projets privés, considérant qu'il y avait déjà de l'offre publique avec la Banque des Territoires et la NCT. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va sortir là, dans les prochains mois, avec l'idée de dire que voilà, les porteurs de projets, qui soient en émergence ou en consolidation, ont besoin d'outillage plus important en s'appuyant sur l'offre existante. Et donc, on peut passer à la slide suivante, pour dire que, en gros, on va imaginer un dispositif qui est doté d'1,4 million d'euros, en s'appuyant sur 3 volets. D'une part, appuyer la consolidation notamment des lieux, en renforçant ce qu'on appellera un DLA tiers-lieu. Donc le DLA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le dispositif local de l'accompagnement, qui est en gros le premier dispositif d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire, qui est porté par l'AVIS, notre homologue pour l'économie sociale, pour le dire vite. Et donc l'idée, c'est que les tiers-lieux relevant du champ de l'ESS, donc des associations, des SCOP, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, activent de plus en plus ce dispositif-là. Et donc l'idée, c'est d'augmenter ses moyens et de l'adapter aux spécificités de tiers-lieux. Donc du coup, on met une première brique pour renforcer la visibilité, l'accès des tiers-lieux et l'adaptation de ce dispositif aux problématiques spécifiques des lieux. Deuxième enjeu, c'est qu'on développe le compagnonnage. C'est déjà des pratiques qui existent dans certains réseaux de tiers-lieux,
Et donc, l'idée, ça va être de renforcer avec des structures ressources au niveau régional pour développer la mise en lien entre des tiers-lieux compagnons qui développent des savoir-faire par cette logique d'expérimentation et pour diffuser leur savoir-faire soit auprès de porteurs de projets, soit auprès d'autres lieux structurés. Donc ça, c'est un deuxième axe important qu'on veut développer. En fait, ce que font déjà beaucoup les lieux finalement, mais sans être financés. Donc c'est aussi un moyen de valoriser ceux qui s'impliquent, de rétribuer ceux qui s'impliquent par ce biais-là, le compagnonnage pour la communauté. Et puis un troisième élément qui est d'expérimenter un fonds d'urgence, un fonds d'ingénierie d'urgence. Ce ne sera pas de la trésorerie, mais bien de solliciter des expertises pour des problématiques d'urgence, notamment foncières. On a été confronté à certains cas de ce type pour des déménagements ou pour des montages financiers à monter rapidement. Voilà. Et pour conclure, voilà un focus sur le rapport 2021 donc, que vous pourrez trouver sur le site de France Tiers-Lieux. Parfait, merci beaucoup Arnaud. Alors nous avons une question à ce stade, je la pose et vous me direz qui souhaite y répondre. Alors ce témoignage ou cette question évoque revient sur ce que vous avez souligné Arnaud, à savoir qu'un tiers-lieu ne se décrète pas visiblement. C'est quelque chose qui est bien compris par Pauline qui nous pose la question, mais la question c'est surtout comment on passe d'une initiative, d'un partage communal à un modèle économique viable et pérenne. Et une autre question s'y associe, c'est finalement en tant qu'AMO, comment les communes peuvent être accompagnées, comment les projets peuvent être accompagnés sur les territoires. Qui souhaite prendre la main? Je peux commencer sur les modèles économiques et Marthe sur l'accompagnement des collectivités. Donc sur les modèles économiques, en fait, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas cité dans les chiffres clés sur les tiers-lieux. La moyenne qu'on retenait dans le rapport France Tiers-Lieux 2021, c'est 50-50. Je disais qu'il y avait des modèles économiques hybrides. En moyenne, 50% on retrouve 50% de subventions publiques ou privées, à l'instar du plan de financement qu'on a sur l'USI, par exemple, avec à peu près tous les financeurs publics possibles, l'État, les collectivités, de la commune à la région, notamment. Donc ça, c'est pour les subventions. Et puis, des 50% de recettes privées qui peuvent être liées à des prestations ou des services. On va retrouver généralement des activités de bar, des activités de restauration, éventuellement des activités d'hébergement. Et puis de plus en plus aussi, c'est aussi des choses qu'on veut encourager, des activités de formation. C'est notamment ce que l'État veut encourager avec Definov, l'État et les régions, parce que les lieux sont souvent des lieux qui font de la formation sans le dire, et donc ça peut être un vecteur de modèle économique pour des lieux. Et puis elles peuvent faire aussi de la prestation. Ça peut être évidemment de la location d'espace, location événementielle. Voilà. Après, il y a évidemment une grande diversité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des lieux qui ont un modèle économique quasiment à 100% basés sur des prestations et services, et d'autres qui sont basés quasiment à 100% sur, sur des subventions. Et ça va dépendre notamment de la coloration d'intérêt général du lieu. Tous sont engagés sur leur territoire, etc. Mais tous ont un lien au service public qui va un peu varier. Deux exemples pour ça. Un coworking, par exemple, en centre urbain, a un modèle économique autonome et donc, a priori, ne va globalement pas avoir de portage ou de soutien particulier de la collectivité, sauf éventuellement en promotion, et donc va avoir un modèle économique totalement basé sur des ventes et prestations. Là où une médiathèque en milieu rural qui fait tiers-lieu, en fait, finalement, est un service public qui va fonder le développement d'un lieu et donc qui va être finalement sur un financement 100% public. Donc c'est un petit peu ce balancier-là qu'il faut avoir en tête pour doser l'équilibre entre subventions publiques et développement de recettes et prestations pour un lieu. Marthe? Oui, sur la question de comment est-ce qu'on transfère le portage, si on pose la question d'un point de vue matériel, et comment est-ce qu'on permet aux tiers-lieux de se révéler, c'est une très bonne question. Et nous, on encourage les collectivités à initier les projets de tiers-lieux parce qu'on pense que ça permet vraiment de développer les territoires. Et c'est important d'avoir un lien avec le pouvoir organisateur sur le territoire quand on est tiers-lieu. Et cette passation, elle peut être organisée, soutenue dans le cadre de notre marché public. Pour le coup, comment est-ce qu'on fait quand on est AMO? Concrètement, il faut se retrousser les manches, aller trouver des porteurs de projets sur le territoire, essayer de susciter une communauté d'intérêt et d'action.
pour essayer de prendre le relais ou de compléter l'action de la collectivité, hein, puisqu'il y a des collectivités qui peuvent aussi rester membres d'un conseil d'administration, voire d'une SIC, qui sont des modèles qui se développent et qui sont très intéressants, pour avoir une vraie co-construction entre pouvoir public et société civile. Très bien. Une autre question un peu dans cette sphère-là, c'est finalement quel type de porteurs de projets privés est-il possible d'accompagner et en l'occurrence, est-ce que les SAS sont éligibles? Je ne sais pas qui veut prendre la main. Ça, c'est plus Arnaud, du coup. Je vais répondre. Très bonne question. Non, du coup, j'ai vérifié rapidement. En gros, on s'aligne un peu avec le DLA sur cette question, dispositif local d'accompagnement, qui est d'ailleurs régi par la loi ESS de 2014. Et donc, sont éligibles les structures relevant de l'ESS au sens de cette loi. Et donc, pour les entreprises sociales, dont les SAS, il faut qu'elles soient agréées ESUS. Peut-être que sur le portage et le glissement justement vers le modèle économique, peut-être que Madame le maire, vous voulez apporter des éléments sur ce qui est envisagé de votre côté? Alors, je ne reviendrai pas sur comment dire, l'accompagnement de la partie immobilière, hein, puisque ça a été une superbe opération. On a pu bénéficier de toutes les aides de l'État au titre de la DETR, de la région au titre du développement des tiers-lieux, du fonds Friche pour compléter. Le département au travers du contrat de partenariat avec la Comcom, vraiment un montage qui montre bien justement l'engagement de tous au service d'un projet qui fait sens, qui rassemble, et faire tiers-lieu, ça veut bien dire ça. Après, pour le fonctionnement, on va partir sur cette association qui a été créée il y a déjà quelques temps à l'USI, qui était justement une idée d'afficher une ambition de la collectivité évidemment, mais pour le territoire, association qui avait pour vocation de travailler sur tout ce qui tourne sur la culture et le développement économique, et notamment le développement économique et solidaire. Et puisque ce n'est pas nous qui avons la compétence de l'économie en général, mais c'est en conjuguant tout ça, d'afficher cette ambition de parler développement en mêlant économie, culture. Donc, cette association, elle a fait ses preuves depuis des années. On sait l'adapter aussi en fonction de l'évolution de la société, de l'environnement, etc. Et c'est une manière d'afficher, je pense, au travers du monde associatif, ce projet, je trouve, de fabrique. Et donc, la personne qui va être embauchée pour vraiment vivre dans ce lieu, l'animer, faire jouer cet accueil, ce développement, sera donc un salarié de l'association, le comité de développement du territoire de l'USI. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Stéphanie reste, elle, salariée de la mairie et en fait chapeaute un peu toute la culture et la communication de la ville de l'USI. Et du coup, l'association est cet axe qui permet de rayonner et d'illustrer l'animation, la vie de ce tiers-lieu. Donc, c'est un peu comme ça qu'on l'a pensé, pour bien utiliser cette enveloppe des 150 000 €, sachant qu'à l'USI, c'est notre manière de penser, de faire, de servir. La mairie a toujours pris en charge elle-même toutes les charges de fonctionnement des bâtiments. L'eau, l'électricité, etc. C'est une manière d'apporter cette contribution de la collectivité pour que ceux qui sont dans ces bâtiments donnent le meilleur sur le développement. C'est un peu comment on fait ça partout. Nos associations, elles bénéficient toutes d'espaces, alors maintenant de plus en plus collectifs, puisque c'est le projet, mais de lieux où ils n'ont pas à se soucier des charges de fonctionnement, notamment de fonctionnement du bâtiment. Donc, on sait que c'est un budget qui va se rajouter à ce qu'on a, mais bon, le bâtiment, il a été aussi tout réparé avec des matériaux, avec des nouvelles technologies qui font que normalement, nos charges devraient baisser.
Et puis, on rapatrie dans un bâtiment, là, on rapatrie des acteurs qui ne sont pas spécialement dépendants de la collectivité de l'USI. Mais dans tout ce qu'on fait dans nos bâtiments, quand on rapatrie des acteurs dans un même bâtiment, on fait plein d'économies parce qu'autrement, ils sont dispatchés dans plein de bâtiments qui ne sont pas rénovés. Donc, nous, on ne s'inquiète pas sur ce fonctionnement. La mairie va prendre en charge sa partie. Et puis, les collectivités faisant partie du comité de développement du territoire vont travailler le développement. Très clair. Merci beaucoup. Alors, je crois que les propos de chacun étaient suffisamment explicites pour ne pas solliciter beaucoup de questions, mais ça me donne l'occasion, Madame le maire, Marthe ou Arnaud, de vous laisser la main si vous aviez omis une information ou si vous vouliez rajouter quelques éléments avant de conclure. Juste un truc qui me vient à la tête spontanément, c'est qu'on vous invite tous à l'inauguration du moulin, qu'on veut aussi un peu, alors original, je ne sais pas si c'est le mot, mais l'idée, c'est de faire une journée, ce même jour-là, la journée tiers-lieux, où on va inviter tous ceux qui ont envie de travailler sur ce thème des tiers-lieux, de faire tiers-lieux, etc. Et en fin de journée, on inaugurera avec tous les politiques, on va dire, tous les porteurs qui soutiennent évidemment tous nos partenaires. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et le lendemain, on fera porte ouverte pour les Lusicois. Et spectacle. Avec un spectacle aussi voilà. Et toute une Stéphanie va en parler, toute une communication pour, même si on pense que les gens ont bien compris ce lieu, vont se l'approprier très vite parce qu'ils ont déjà mis un pied dedans, il faut que cette com, elle soit à la dimension du lieu, du projet qu'on porte depuis maintenant 9 ans, si je prenais l'origine du bâtiment, donc ça mérite cet investissement-là. Voilà. Et donc, on va essayer de mettre en place des choses. Là, on commence déjà à réfléchir, mais à mettre en place des choses qui font que les gens vont bien comprendre l'objectif de ce lieu, bien comprendre que c'est à eux. Voilà, donc il y a des choses qui mûrissent, sur lesquelles on réfléchit parce qu'on aimerait passer par la photo, peut-être aussi l'idée des lettres de mon moulin, de notre moulin, justement, où j'aurais envie aussi qu'on écrive aux Lusicois, mais qu'ils nous écrivent en retour sur ce moulin aussi, tout en les invitant à cette inauguration. Et puis, on pense aussi à réaliser un film alors en lien avec le réseau des fabriques, parce que justement, le 22 septembre, on va inaugurer le moulin, mais ce sera aussi dans le cadre, ce sera précédé d'un moment qu'on appelle un peu le ramdam départemental. Donc, en fait, à l'échelle du département, on va valoriser les tiers-lieux et parler ensemble de ce que ça représente. Parfait. Merci beaucoup pour cette belle démonstration, une nouvelle fois, d'un projet intégré et bien pensé. Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui, puisqu'on arrive au terme de l'heure qu'on s'était donnée. Juste pour moi, l'occasion, une nouvelle fois, de remercier l'ensemble de nos intervenants qui, j'espère, ont su susciter auprès des uns et des autres l'envie de s'intéresser de très près ou de développer ce type de démarche au sein de vos territoires. Un dernier mot pour évoquer le prochain rendez-vous que l'ANCT propose à l'échelle nationale sur les questions de transition démographique dans le cadre de la démarche Bien vieillir dans les petites villes de demain. C'est un atelier qu'on a appelé In situ à destination des élus et des chefs de projet sur le sujet. Donc, comment accompagner la transition démographique de vos territoires. C'est la commune Petite Ville de Demain de Jonzac qui a accepté d'accueillir l'événement. Donc, j'espère que nous vous y trouverons nombreux. Les inscriptions sont encore ouvertes, donc n'hésitez pas. Cela se terminera dans les prochains jours, donc on aimerait bien pouvoir vous y accueillir. Merci encore à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci à vous. Au revoir.